Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de Flower et donc pour commencer le Federated Learning avec Flower. Je ne sais pas si vous avez vu déjà la première vidéo en français qu'on a faite, donc qui est une présentation plus générique du Federated Learning euh, et quelques approfondissements. Et donc là on passe à la deuxième partie dans le cadre de Flower Around the World, Flower autour du monde. On a eu l'événement début septembre. Et du coup, cette deuxième partie, on va se concentrer sur un tutoriel hands-on. Donc là, ce sera une simple tâche de classification. Donc ce sera juste de la computer vision avec MNIST. Donc la tâche en elle-même, ce sera de la classification de chiffres écrits à la main. Donc c'est une tâche très courante qui ne demande pas énormément de ressources pour être lancée. Donc c'est aussi un avantage parce que là on va pouvoir faire une simulation à l'intérieur de Google Colab. Le lien du Google Colab, il sera dans la description. Donc je vous invite à aller run le notebook vous aussi, peut-être modifier des choses. C'est toujours bien pour essayer de comprendre comment tout fonctionne. Vous partez pas de rien, mais au moins pour modifier, pour rajouter des nouvelles fonctionnalités, ça peut être très pratique. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder. N'hésitez pas aussi, voilà, il y a toute une introduction du coup sur Flower. Si vous avez regardé la première vidéo, vous voyez un peu comment ça fonctionne, mais sinon, je vous recommande d'aller sur Slack, de rejoindre la communauté. C'est très pratique pour notamment me poser toutes les questions que vous pouvez avoir, surtout si vous commencez le Federated Learning. Et aussi sur notre GitHub, c'est là où vous allez trouver tout le code source. Si vous avez des soucis aussi, c'est là-bas que vous pourrez ouvrir des issues. Et ensuite, notre chaîne YouTube, on essaie de mettre de plus en plus de contenu. Alors, la plupart des contenus, et tous les contenus seront en anglais, sauf l'autre présentation en français sur le Federated Learning. Mais on a pas mal de ressources, notamment sur donc la simulation. On a toute une playlist de 9 vidéos sur les simulations avec Flower. Et après, on a 2 vidéos sur PyTorch et TensorFlow et comment aller d'un projet TensorFlow à un projet Flower, et la même chose avec PyTorch. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si c'est des sujets qui vous intéressent. Ensuite, pour ce qui est de l'environnement et des dépendances dont on va avoir besoin, déjà on peut lancer l'installation de Flower avec avec la dépendance extra pour les simulations. Parce que du coup, là, comme on est dans un notebook, on va avoir besoin de lancer cette simulation. On ne peut pas, dans le notebook, simuler plusieurs process distincts qui discutent ensemble, qui communiquent ensemble à travers le réseau. Donc on va utiliser les capacités de simulation de Flower, et notamment le nouveau moteur de client virtuel qui a été publié avec la version 1.5 de Flower. Donc voilà, ça s'installe gentiment, et ensuite là c'est toutes les dépendances liées au machine learning classique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, déjà je vous la recommande, et où en gros on expliquait que dans le machine learning classique, on va déplacer les données vers l'endroit où on va faire le calcul, alors que dans le federated learning, on va déplacer le calcul vers les données, là où il y a les données. Donc on n'a pas besoin de transférer les données. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que finalement, le cœur de notre training et tout ça, ça va rester très similaire au machine learning classique. Donc on va utiliser les mêmes frameworks, et on va le voir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commence le tutoriel avec la partie centralisée, parce que ça, en fait, même si ça dépend pas du federated learning, on va en avoir besoin pour la suite pour entraîner nos modèles. Et donc normalement, si vous avez déjà fait un petit peu de machine learning, vous devriez être assez familier avec ça. Là, on va utiliser PyTorch dans ce tutoriel, mais c'est assez analogue avec TensorFlow. Voilà, donc la première fonction qu'on va écrire, c'est juste une fonction pour télécharger le dataset MNIST avec juste
cette fonction de mlist qui vient de Torch Vision. Donc c'est très simple. Donc on va avoir notre train set et notre test set. On peut déjà mettre dans des variables pour la suite. Et si on... Non, là c'est en train d'installer encore les dépendances, mais après ça pourra run. Et après, on va pouvoir afficher là, le nombre d'échantillons qu'on a dans notre train set. Et normalement, on doit en avoir 60 000. Voilà, la taille de notre échantillon. Est-ce que ça veut bien s'installer? Très bien, super. Ok. Donc là, ça va run. Ça télécharge assez rapidement. Et ensuite, donc on voit, on a bien nos 60 000. C'est tout bon. Voilà, super. Et on peut aussi afficher, je crois que ça c'est la distribution, ouais, c'est la distribution de nos classes dans notre dataset. Donc voilà, on voit que c'est quasiment uniforme, même si par exemple les 1, il y a un plus grand nombre de 1 que des autres classes. Ça ne devrait pas nous gêner pour la suite. Là on va afficher quelques échantillons pour voir à quoi ça ressemble et pour voir un peu le but de notre algorithme. Voilà, donc là par exemple, à chaque image est associée à un label et on va devoir deviner le label. Donc là en l'occurrence, pour la première image ce sera 5, 8 et ainsi de suite. Voilà, donc pour cette tâche de classification, on va utiliser un CNN, donc un Convolutional Neural Network. Hop, on a défini ici, c'est une architecture assez classique pour ce problème. Et là, du coup, en sachant qu'on passe un paramètre pour le nombre de classes qu'on veut à la sortie, on a 10 chiffres avec le 0, donc le nombre de classes ce sera 10. Et si on affiche le nombre de paramètres, voilà, on a 44 000 paramètres, donc ce qui n'est pas énorme pour un réseau neuronal. C'est pour ça que ça peut s'entraîner sur le CPU. Je crois que c'est le cas sur ce notebook. Ouais, parce qu'on installe Torch Vision CPU. Voilà. Et là, du coup, on vient à la partie la plus importante pour le... Là, je rappelle qu'on est toujours sur la partie centralisée. Donc, c'est ce qu'on fait pour n'importe quel workflow de machine learning. C'est pas du tout exclusif au federative learning. Donc là, on écrit d'abord une fonction pour entraîner notre modèle. Donc en lui donnant un jeu de données, un train loader, un optimizer, un nombre d'époques lequel il doit entraîner le modèle. Et ensuite une autre fonction pour tester notre modèle. Donc en lui donnant pareil un jeu de données pour le tester. Et ensuite on retourne, là on retourne notre modèle, même si je crois qu'on s'en servira pas plus tard. Et là on retourne notre loss et notre accuracy. Et ensuite, là, on définit une fonction qui va instancier le modèle, créer notre optimizer. Donc là, on va utiliser stochastic gradient descent. Ensuite, appeler notre fonction pour avoir nos données et des data loaders avec. Et ensuite, on va pouvoir entraîner notre modèle, le tester et afficher les résultats qu'on a. Donc là, on a juste défini. Maintenant, si on appelle cette fonction avec 5 époques et une learning rate de 0,01, on va voir qu'assez rapidement, voilà, on est censé arriver pas loin de 99% d'accuracy. Donc ça montre aussi que c'est une tâche pour un réseau neuronal de type CNN qui est quasiment, j'allais dire trivial, c'est pas forcément le bon terme, mais on obtient très vite des très bonnes performances. Voilà, donc ça va mettre un petit peu de temps normalement à tourner. Donc on va pouvoir commencer à regarder la suite, où là, maintenant qu'on a notre workflow, notre pipeline pour de manière centralisée notre CNN, on va pouvoir essayer de le fédérer. Et la première chose qu'on va devoir faire pour le fédérer, là on est dans un cadre simulé, donc on va devoir dire à notre système quelle partie des données possède quel client. Enfin, on dit client, quel appareil. Donc ça va être important parce que si les deux utilisateurs, enfin les deux appareils qu'on va simuler, les deux clients qu'on va simuler, ils possèdent les mêmes données. En fait, c'est pas une simulation qui est très réelle parce que ce qu'on veut à travers cette simulation, c'est émuler au maximum une situation réelle. Et une situation réelle où deux appareils distincts ont exactement les mêmes données, ça arrive très rarement. Et ça a peu d'intérêt.
Donc voilà, la première chose qu'on va faire, c'est créer des fonctions pour séparer nos données et les distribuer au sein de nos clients. Donc là, c'est ce qu'on fait, on va créer plusieurs validation loaders et plusieurs training loaders, en sachant qu'on va les séparer juste... pardon. On va juste les séparer de manière aléatoire, donc on va avoir une distribution uniforme parmi nos clients. Alors, voilà, donc là on a fini. Voilà, c'est vrai qu'on est assez proche de 99% d'accuracy. Et donc maintenant on peut déclarer donc, cette première fonction pour préparer nos datasets. Donc on va lui fournir le nombre de partitions, après la patch size et le ratio qu'on veut pour la taille du validation loader. Donc ça c'est bon. Et ensuite on peut déjà préparer nos training loaders, nos validation loaders et notre test loader. Et on va pouvoir afficher. Là, on va afficher seulement la première, voilà, la distribution des classes de notre premier train loader. Voilà, donc c'est sensiblement proche de tout à l'heure, sauf que là on a beaucoup moins d'images. Comme c'est pour un seul client, on a partagé, comme on a considéré qu'on allait avoir 100 clients, donc 100 appareils distincts, on a partagé en 100 parties et on a distribué à chaque partie un nombre d'images, donc voilà, 540 images. Ok. Du coup, on a déjà ça, on va pouvoir simuler le fait que chacun de nos clients possède une part des données différentes. Et ensuite, on va pouvoir commencer à la partie centrale du Federated Learning, c'est-à-dire le code de notre client. Et donc ça, c'est seulement maintenant qu'on va importer Flower. Et Flower, ça va nous simplifier la vie parce qu'on va seulement avoir 3 méthodes à implémenter pour notre client. On va aussi en implémenter une 4e, setParameters, qui n'est pas obligatoire, mais qui va nous simplifier la vie. Et donc là, si on regarde notre client, alors on lui passe en argument notre train loader et notre validation loader, qui est mal écrit d'ailleurs. Mais on va pas corriger parce que c'est mal écrit partout, donc c'est pas forcément gênant. Et voilà, du coup on a nos 3 attributs qui sont là, on a le training loader, le validation loader et notre modèle. On va instancier en même temps que la classe. Et ensuite, nos différentes fonctions, ce sera... Le setParameters, elle est un peu différente parce que du coup, elle n'est pas obligatoire, mais elle va nous aider, on va voir pourquoi après. Mais les 3 fonctions qui sont obligatoires pour le Flower Client, ce sera getParameters, qui va nous permettre en fait d'envoyer au serveur les paramètres qu'on a sur notre appareil local. Ensuite, on va avoir fit, donc qui va nous permettre d'entraîner localement notre modèle et ensuite d'envoyer les résultats, nos poids mis à jour au serveur. Et evaluate, qui va nous permettre d'évaluer localement notre modèle. Voilà. Et en fait, comme on utilise PyTorch, et PyTorch n'a pas de façon simple d'obtenir les paramètres à partir du modèle, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de non seulement getParameters qui va en fait accéder au stateDict de notre modèle pour retourner sous forme d'objet NumPy nos paramètres à notre serveur, et aussi de setParameters qui de son côté va recevoir des paramètres et va mettre à jour notre modèle local avec ces nouveaux paramètres. Donc là pareil, comme avec PyTorch c'est un peu plus compliqué parce qu'on va devoir recréer un nouveau stateDict et ensuite loader le nouveau stateDict dans notre modèle. Donc pour créer stateDict, on va d'abord créer un dictionnaire à partir des clés existantes du stateDict et des nouveaux paramètres. Et ensuite, on va créer un dictionnaire ordonné à partir de ces mêmes clés et de nos valeurs, du coup de nos paramètres, mais convertis en tenseurs. Et ensuite, on pourra charger ce nouveau stateDict dans notre modèle. Donc ça, en fait, ça paraît un peu compliqué, mais ça nous permet juste de mettre à jour notre modèle avec des nouveaux paramètres. Et en fait, c'est des fonctions qui vont
cette fonction setParameters, elle va nous servir ici. Au moment où la fonction fit elle va être appelée, on va d'abord mettre à jour notre modèle. En fait, les paramètres qui sont là, qui sont passés ici, c'est des paramètres qui vont être envoyés par le serveur. Donc ça va être les paramètres globaux qui sont sur le serveur, qui vont être envoyés à chaque client. Et chaque client va mettre à jour son modèle avec ses paramètres en appelant setParameters. Et ensuite entraîner son modèle à partir de ces nouveaux paramètres et renvoyer avec getParameters ces paramètres mis à jour avec aussi la taille de l'échantillon de données avec lesquels il s'est entraîné pour qu'après le serveur puisse faire l'agrégation, puisse agréger tous les résultats qu'il obtient de tous les clients en prenant en compte la taille des échantillons utilisés pour les entraînements. Voilà. Donc ça c'est la fonction fit, et en sachant qu'elle retourne du coup les paramètres, la taille et aussi un dictionnaire qui peut contenir n'importe quel string. Donc là par exemple il pourrait y avoir accuracy et on pourrait mettre une accuracy, mais là notre fonction de train elle retourne ni loss ni accuracy, donc on ne va rien transmettre. Et on va directement passer à evaluate. Là pareil, on va mettre à jour notre modèle local avec les paramètres qui sont envoyés par le serveur. Et après on va calculer à partir de ce modèle mis à jour, on va calculer notre loss et notre accuracy sur notre validation loader. Et ensuite on retourne en premier la loss sous forme de float. La taille de notre validation loader, et enfin pareil un dictionnaire qui peut contenir n'importe quel string avec un nombre. Donc là en l'occurrence on a calculé notre accuracy, donc on va pouvoir retourner notre accuracy. Comme ça on peut le run, voilà. Et maintenant on va arriver à la stratégie. Donc ça pareil, si vous voyez pas trop de quoi on parle quand on évoque la stratégie, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui se trouve dans la description, qui explique les basiques du Federated Learning. Mais en gros, la stratégie, ça va définir comment on va agréger les poids qu'on reçoit au niveau du serveur. Et donc, ici, dans ce cas-là, on va utiliser la stratégie un peu de base, FedAverage, qui est d'ailleurs utilisée par défaut si on précise rien à Flower. Mais on va lui rajouter quelques paramètres, et notamment une fonction pour faire une évaluation centrale. C'est-à-dire que tous nos clients vont évaluer localement le modèle. Donc ça va se faire pendant notre evaluation round. Mais on va aussi mettre en place une évaluation au niveau du serveur pour que le serveur, une fois qu'il a agrégé tous les paramètres de tous les clients, il puisse tester sur son testing loader. Donc il y a encore c'est le dataset qu'on a défini au tout début. Où est-ce qu'il est ? Voilà, on a notre test loader qui est là, qui nous est retourné là. Et donc comme ça, on peut avoir non seulement les performances de chaque modèle individuel, mais aussi les performances du modèle global sur un jeu de données générique. Et donc pour pouvoir faire ça, on va créer une fonction qui va nous retourner une autre fonction. Et cette fonction, elle va prendre notre server round, des paramètres et un dictionnaire de config. On va pas s'en servir du dictionnaire, mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer notre modèle, ensuite mettre à jour les paramètres de ce modèle qui va juste être vide au début. Donc on va créer notre stateDict et ensuite charger notre modèle avec ce stateDict, et ensuite on va lancer la même fonction que tout à l'heure, test, avec le testing loader qu'on aura donné au préalable dans notre fonction qui retourne une fonction. Voilà, et en sachant que le retour de la evaluate function, ça doit être la loss et ensuite un dictionnaire. Et donc cette evaluate function, on va pouvoir la donner à notre stratégie qu'on va définir ici. Vous voyez, evaluate function, et donc ce sera égal à get evaluate function qui va retourner cette fonction. Voilà. Et on va aussi définir d'autres paramètres, le nombre minimum de clients pour commencer le training,
et ensuite la portion de clients qu'on prend pour le fit et pour le evaluation round. Et là on va prendre 10% à chaque fois. Ça permet de réduire le coût de communication et de calcul. Voilà. Donc ça, on peut le run. Ok, et là, on arrive bientôt au bout. La seule chose qu'on doit faire maintenant, on a défini notre stratégie. Comme on est on va simuler notre système, on doit dire à notre fonction qui va simuler tout ça, comment générer les clients. Parce que si on ne lui dit rien, tous les clients auront le même training loader. Donc pareil, on va créer une fonction qui va générer une fonction et qui va nous retourner en gros, qui va se baser sur l'ID de chaque client pour distribuer les partitions qu'on a calculées au début. Et notre fonction. Et ensuite, on va enfin pouvoir lancer notre simulation avec Start Simulation. On va lui donner notre client function, le nombre de clients qu'on veut simuler, donc 100. Ensuite, le nombre de rounds qu'on va faire, on va en faire 10. Et la stratégie. Donc on va pouvoir lancer ça. Donc normalement, on va faire 10 rounds avec 100 clients, mais à chaque fois on n'en prend que 10. Donc ça devrait être assez rapide, ça va prendre moins de 2 minutes. On va voir. Là, on a déjà un round qui est terminé et on voit qu'en fait les étapes, c'est que déjà il y a d'abord une initialisation des paramètres du serveur. Donc pour ça, le serveur il va sélectionner au hasard un client et il va appeler sa fonction getParameters, il va lui demander du coup des paramètres. Le serveur il va initialiser son modèle ses paramètres avec ceux qu'il vient de recevoir, et ensuite il va renvoyer à tous les autres clients ces paramètres. Chaque client va recevoir les paramètres, mettre à jour son modèle et ensuite entraîner son modèle avec le nombre d'époques défini dans la fonction fit. Et une fois que c'est terminé, chaque client va renvoyer au serveur les paramètres mis à jour après le training. Et du coup, le serveur va prendre tous ces paramètres, les agréger. Donc là, dans le cas de Fed Average, va faire une moyenne pondérée avec la taille des échantillons d'entraînement de chaque client. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il va renvoyer le nouveau modèle agrégé à tous les clients pour qu'ils puissent évaluer les performances de ce modèle sur leurs données locales. Et ensuite, envoyer leurs résultats au serveur. Et donc ça termine un round complet. Et en sachant que le serveur va lui aussi lancer l'évaluation sur ces données qu'il a localement, et ensuite il va passer au round suivant. Voilà, donc là on arrive à la fin normalement. Voilà. Ok, on est sur le dernier fit round, et là on voit déjà. Voilà, donc là on a fini. Non, de ce qu'on voit, l'accuracy elle n'est pas aussi élevée que le centralisé. Voilà, on arrive quasiment à 90%. Et ça s'explique parce que on a fait assez peu de rounds, et il y avait aussi le nombre d'époques. Je crois qu'on n'a fait qu'une seule époque de training à chaque fois. Et donc bien sûr, en laissant tourner un peu plus longtemps, on aurait pu avoir de bien meilleures performances. Oui, c'est ça, on ne fait qu'une seule époque. Et rien qu'en augmentant ça, on arrive facilement au-delà de 97, 98. Voilà, donc je pense que pour cet exemple, on a fait le tour. Bien sûr, c'est un exemple très basique, mais je vous invite à aller du coup sur le notebook Colab, modifier vous-même des parties du code, rajouter peut-être des paramètres à la stratégie, changer la stratégie complètement. Je vous invite aussi à aller voir les autres tutoriels qu'on a sous forme de notebook.
qui vont aller plus dans des spécifiques des éléments de Flower, donc le serveur, la stratégie, le client, comment écrire son propre client, comment écrire sa propre stratégie. Ça peut être très intéressant. Bien sûr, ce sera en anglais, malheureusement. Mais voilà. Et ensuite, très important, abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube, parce qu'on a prévu de sortir beaucoup de contenu, de tutoriels, même si tout ne sera pas en français. J'espère que ça vous intéressera quand même. Et aussi, n'hésitez pas à nous donner votre feedback sur Slack, de aussi nous dire ce que vous voulez voir, et de poser vos questions là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.